Bonjour à tous. Merci d'être venus. Merci aux techniciens d'avoir réussi à finalement projeter l'exposé. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu de la vie. Donc, on va voir comment on l'aborde. Il y a plein de façons de le présenter, ce jeu qui n'est pas un jeu en fait. Et donc, on va voir du coup comment on se débrouille. Alors, le début de cette histoire, en fait, c'était la lecture d'un livre de Stephen Hawking et Leonard Mlodinow qui s'appelle « Y a-t-il un grand architecte dans l'univers ?» Et donc, la grande question que posait Hawking, c'est « Est-ce que la science explique tous les mystères de l'univers ?» Alors, Hawking, ça fait peut-être partie des premiers livres que j'ai lus avec une brève histoire du temps de lui. Il a une façon de parler de la physique où il est assez... disons, il a des idées très arrêtées. Et ce qu'il va poser, c'est la question ultime de la vie. Pour une compréhension en profondeur de l'univers, il nous faut connaître le comment des univers, parce qu'il parle de plusieurs univers, se comportent, mais encore le pourquoi. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi existons-nous? Pourquoi ces lois particulières et pas d'autres? Et c'est là la question ultime de la vie, de l'univers et de tout. Alors ça, je vous encourage à lire le livre, parce qu'il va répondre à ces questions. Et c'est ce qu'on va faire nous aussi aujourd'hui. Alors, on va voir comment on y répond. Alors, ce qui est intéressant, comme je vous disais, Hawking, il a une façon de présenter les choses qui est assez directe. Et donc, voilà ce qu'il dit sur la philosophie. Je vous laisserai apprécier la phrase. Donc, ces questions sont traditionnellement du ressort de la philosophie, mais la philosophie est morte, faute d'avoir réussi à suivre les développements de la science moderne, en particulier de la physique. Ce sont les scientifiques qui ont repris le flambeau dans notre quête du savoir. Alors je vous laisse cette citation, juste pour qu'on puisse peut-être en discuter après. Bon, voilà. Donc du coup, il se dit, moi, scientifique, je vais répondre à ces questions, puisque les philosophes n'y arrivent plus. Donc on va y aller. Alors, il y a déjà une réponse à cette question, pour ceux qui sont fans de science-fiction. Et la réponse est 42. Alors, ça, évidemment, c'est un des grands... alors, c'est pareil, c'est un livre. Il y a eu des films aussi. C'est l'histoire de la création d'un grand ordinateur qui s'appelle Pensée profonde et qui doit réfléchir à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. Et après 7,5 millions d'années, il donne la réponse 42. Bon, alors personne ne comprend rien. Et en fait, c'est normal, il n'y a rien à comprendre, en fait. Mais je trouve que c'est intéressant, ça a été repris dans beaucoup. Donc quand vous voyez la référence à 42, c'est que souvent ça fait référence à ce livre qui est un peu rentré dans la culture, un peu, des gens qui s'intéressent à ces histoires de science-fiction. Donc, comme je l'ai dit, Hawking va relever le défi. Et pour relever le défi, il va commencer par expliquer ce que certaines personnes ont proposé comme réponse. Donc, certains répondront à ces questions en disant qu'un Dieu a choisi de créer l'univers ainsi. Mais si la réponse est Dieu, alors on ne fait que repousser le problème à la création de celui-ci. L'argument d'une cause première comme preuve de l'existence de Dieu porte le nom d'argument cosmologique. Nous affirmons qu'il est possible de répondre à ces questions tout en restant dans le domaine de la science et sans recourir à aucun être divin. Alors ça, pour le fait de dire, en fait, moi j'ai besoin de rien, et notamment pas de Dieu, pour expliquer l'univers ou des choses, on a déjà entendu cette phrase. Historiquement, il y a Pierre-Simon de Laplace, qui était un mathématicien, qui a écrit un grand traité de mécanique céleste. Et lorsqu'il avait rencontré Napoléon Bonaparte, il lui avait dit, donc il s'étonnait qu'en fait, il ne parle pas de Dieu, il lui avait dit, j'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Voilà. Donc en fait, je pense que c'était volontaire de la part d'Hawking, disons, de présenter un peu les choses comme ça. Alors le point de départ, quand même, c'est une remarque, enfin c'est un cadre plutôt de pensée qui s'appelle le réalisme modèle dépendant. Alors, il le définit comme ça. À ma connaissance, c'est la première fois qu'il est défini comme ça, même tout court. Donc, réalisme, modèle dépendant.
Nos cerveaux interprètent les signaux provenant de nos organes sensoriels et construisent un modèle du monde extérieur. Il n'existe aucun test de réalité. Un modèle crée sa propre réalité. Alors ça, c'est une remarque qui est importante. Donc j'ai mis quelques photos de Matrix, parce qu'en fait, dans le film Matrix, pour ceux qui connaissent, il y a justement un décalage entre une réalité que les gens pensent vivre, et en fait, qui est une réalité qui est algorithmique, fabriquée par un ordinateur. Et en fait, ils n'ont pas l'occasion, sauf à moins de s'échapper, de voir qu'ils sont dans une réalité qui est construite. Alors, Hawking dit, puisque le réalisme est modèle dépendant, en fait, toutes les questions que je me suis posées, je pourrais me les poser sur un modèle donné. Et donc, il va utiliser un modèle d'univers qui s'appelle le jeu de la vie. Alors, le jeu de la vie tel que je vais vous présenter, il n'est pas présenté comme ça par son inventeur, qui s'appelle John Conway, qui l'a inventé en gros dans les années 70. Mais, disons, il dit, ok, puisque c'est un modèle d'univers, donc du coup, toutes mes questions, est-ce qu'il y a des lois, pourquoi elles sont comme ci ou comme ça, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, etc., je vais pouvoir me les poser sur cette réalité qui est fabriquée par mon modèle. Donc je ne vais pas vous dire ce que c'est le jeu de la vie, en fait. Pour ceux qui sont libres pour savoir ce que c'est, ça va être difficile, du coup. Mais on va le regarder, puisque si on veut répondre à ces questions-là, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde un univers donné, et qu'on soit capable de répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des lois? À quoi ressemble-t-elle? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? On pourrait même aller plus loin. Est-ce qu'il y a des êtres qui peuvent vivre dans cet univers, etc. Alors, l'univers du jeu de la vie, alors comme je disais, c'est pas un jeu, puisqu'en fait, il n'y a pas de joueur. Le jeu de la vie, c'est un univers qui se représente par une grille que nous, on observe a priori sur un domaine donné. C'est-à-dire qu'en fait, notre domaine d'observation, il est ce qu'il est. Un peu comme nous, en fait, autour de nous, on observe a priori pas tout l'univers, mais celui qui nous arrive. Okay, donc on a un seuil d'observabilité, ce qui est complètement normal. On ne sait pas si la grille est infinie ou pas, par exemple. Nous, on va avoir seulement accès à certains endroits de la grille. Dans cet univers, il y a des cases, donc, et elles peuvent être soit remplies, je vais appeler ça matériel, soit vides. Donc quand elles sont remplies, ici, elles sont en noir. Et quand elles sont vides, blanches. Alors des fois, c'est le contraire, on verra ça après. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous, on va pouvoir observer l'évolution de cet univers-là. Alors là, vous voyez sur la droite, vous voyez qu'il y a des changements dans le dessin que vous voyez. Bon, ça, c'est l'évolution de votre univers. Alors cette évolution se fait étape par étape, en fait. On pourrait même faire un stop au niveau de l'évolution. Alors, je ne sais pas s'il faut dire temps, on va l'appeler temps, parce que ça va nous convenir par rapport à notre univers à nous. Et donc, on va voir ce que ça donne. Alors, on va regarder déjà, premièrement, donc, comme nous, hein, on est dans notre univers et on regarde ce qui se passe. Bon. Alors, je vous signale que là, on va devoir répondre aux grandes questions de l'univers. Hein. Donc, alors là, on voit déjà des trucs, on voit qu'il a évolué, il y a des choses qui ont évolué. Il y a des choses qui n'ont pas l'air de bouger. Il y a des choses qu'on... alors là, il s'est arrêté, mais il y avait des choses qui... On avait l'impression qu'il clignotait. Bon, alors, on va en faire une autre. Donc ça, c'est la configuration initiale, et puis on va le faire évoluer, on va regarder ce qui se passe. Bon, on voit encore des choses qui sont stables, là, les espèces de carrés. On voit des trucs qui oscillent, les petites barres. Alors, vous voyez que j'utilise déjà un mot, il oscille, hein, on va en discuter. Il y a des choses qui se déplacent, qui disparaissent, qui réapparaissent, on ne sait pas trop. Et là, hop, là, ça a l'air d'être quelque chose de stable. On en fait une dernière. On va voir.
Bon, ça bouge, il y a des choses qui sont stables. Je crois qu'à un moment, on voit des petits trucs. Voilà, vous voyez ici, il y en a un qui se déplace. Là-haut aussi, vous voyez, celui-là, il s'en va. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on est au début de notre théorie physique, parce que cet univers, on vient de le découvrir. Ok, alors, donc ça va être nos premières observations. Alors, on regarde cet univers, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des objets qui ont l'air de différentes natures. Il y en a certains qui ne bougent pas, les blocs. Il y en a d'autres qui bougent, comme ce qu'on va les appeler des oscillateurs, c'est l'espèce de barre qui fait ça. Puis il y en a d'autres qui carrément sont mobiles, ils ont un déplacement, et ils vont se déplacer sur la grille. C'est ce qu'on appelle des vaisseaux, en fait. Et il y a des interactions entre les objets. Alors ça, on va le voir maintenant. Mais vous voyez que déjà, pour décrire mon univers, alors que j'ai rien fait, là on n'a pas de théorie physique, je vous signale que je ne sais pas s'il y a de la gravitation là-dedans, par exemple. Est-ce qu'il y a de la gravitation? Est-ce qu'il y a une loi de thermodynamique? Est-ce qu'il y a des réactions chimiques? Pour l'instant, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des choses qui sont immobiles, des choses qui sont mobiles, des choses qui se transforment, et il y a aussi des réactions, donc on va le voir maintenant. Donc on va voir les petits objets qui vont avancer. Hop, et vous voyez qu'ils ont une espèce de réaction avec cette espèce de nuage là qui se déplace. Bon, alors là c'est difficile, on ne sait pas trop ce qu'on doit en dire. On a vu plein de choses qui étaient assez compliquées finalement, à part celles qui ne bougent pas et celles qui ont l'air d'osciller, on ne sait pas trop ce qu'il faut dire. Alors, il y a des objets aussi qui changent de forme. Alors là, je vous en ai donné deux exemples. Mais vous voyez que même dans la terminologie que je viens d'utiliser, il y a quelque chose qui n'est pas du tout clair. Et on va y revenir. Parce qu'en fait, la question qui se pose, quand j'ai dit oui, c'est un objet, par exemple, même quand je mets cette forme, et je dis, il y a des formes ou des objets qui se transforment. Okay. Bon, qu'est-ce que ça veut dire être un objet dans cet univers-là? C'est pas une question qui est triviale. Mais on a notre première théorie de l'univers et on a nos premiers concepts. Donc on voit qu'il y a deux types d'êtres dans notre univers, des animés et des non animés, si on veut par là. Certains se métamorphosent, disparaissent, renaissent, etc. Et donc ces catégories vous permettent de comprendre l'univers dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Alors ça, c'est très très proche de ce qui s'est passé à l'Antiquité, où on a mis en évidence, on a fait certaines catégories en fait dans ce qu'on voyait autour de nous, ce qui ne bouge pas, les plantes, etc., ce qui peut évoluer, ce qui peut mourir ou pas. Et donc ça remonte déjà à Empédocle. Donc par exemple, là on voit les 4 éléments, air, feu, terre, eau. Donc ça a été ensuite repris par Aristote. Donc là, on voit que c'était un vrai début. Alors il n'y a pas encore de la physique telle que vous la connaissez maintenant, mais il y a un vrai début d'essai de compréhension du monde qui nous entoure, exactement comme ce qu'on a fait jusqu'ici. Alors, ceci dit, justement, il y a un point, et donc là, c'est encore un livre que je vous conseille de Erwin Schrödinger, qui s'appelle Physique quantique et représentation du monde. Il y a plusieurs textes dedans. Mais là, ce qu'on voit, c'est que même si on observe une particule similaire un temps très court, un très court instant après un endroit très proche du premier, et même si on a toutes les raisons de supposer une connexion causale entre la première et la seconde observation, l'affirmation selon laquelle c'est la même particule qui a été observée dans les deux cas n'a aucune signification vraie, dépourvue d'ambiguïté. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on a parlé de l'oscillateur, vous savez, ces petites barres qui, un coup, sont droites, un coup, sont horizontales. Qui me dit que c'est la même barre? Nous, on l'a fait naturellement. Je pense que ça serait venu à personne l'idée de dire « Non, mais vous allez trop vite. Qui vous dit que le deuxième, c'est bien le premier qui a bougé ?» En fait, on n'en sait rien.
Mais ça, c'est très profond, hein. C'est quelque chose qu'on a même dans notre manière de construire la physique chez nous. Hein. Je ne parle même pas du fait qu'ici, le modèle est discret. Donc ça revient à faire des observations pas en continu, d'ailleurs on a rarement des observations en continu, mais on a des photographies en fait de notre univers, et puis on essaye d'interpréter ce qui se passe dedans. Mais on fait déjà là des grosses hypothèses. Alors la question c'est, est-ce que ce que j'ai mis en évidence, là, mobile, pas immobile, des choses qui bougent, est-ce que ça suffit à comprendre ce qui se passe dans mon univers? Alors là je vous ai mis deux simulations, enfin deux évolutions de notre univers, qui montrent qu'il y a quand même des choses qui sont assez étranges qui se passent, et visiblement dans ces histoires de mobile, pas mobile, ça va être compliqué. Alors là on voit déjà que ça peut être relativement compliqué. Alors d'ailleurs, on n'a pas encore parlé, on ne sait pas s'il y a des lois dans notre univers, dans l'univers qu'on est en train d'observer. Je ne vous ai pas dit comment il est construit. Donc typiquement, on pourrait très bien se dire, non, en fait, il s'est fait un peu au hasard, et puis il se trouve que quelquefois, ça fait des formes. Alors on va en voir un autre. Donc là, on dézoome une situation. Bon, il y a plein de choses qui se passent. Hein. Ah, on est en train de revoir le jeu de la vie dans le jeu de la vie. Donc, ce qui se passe à petite échelle, en fait, est juste un élément de ce qui se passe à très très grande échelle dans l'univers en question. Alors, ça, c'est pas rien. Hein. En fait, quand vous avez ce type de propriété, en fait, on appelle ça des automates cellulaires, mais en fait, c'est pas trop la peine de rentrer dans les détails. C'est ce qu'on appelle des systèmes qui vont être Turing complets. Alors Turing, certains connaissent déjà, c'est Alan Turing, c'est un mathématicien britannique. C'est lui qui a participé au décryptage de la machine Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un très beau film qui s'appelle Imitation Game, que vous pouvez aller voir. En gros, ce que ça veut dire Turing complet, c'est qu'il y a une notion mathématique de nombre calculable. Alors, en fait, ces nombres calculables, c'est en gros tous les nombres qu'on pourrait effectivement arriver à construire à partir d'une suite finie d'opérations qu'on pourrait coder. Et il se trouve que le jeu de la vie va permettre, alors on n'explique pas comment, mais a priori, le théorème mathématique dit que en fait, le jeu de la vie en lui-même peut permettre d'atteindre tous les nombres calculables, donc notamment toutes les constructions associées. Alors, alors on sait ça, mais on n'est quand même pas très satisfait, parce qu'on a vu avec les expériences que finalement, notre répartition entre mobile, pas mobile, des petits oscillateurs et puis des choses qui bougent, c'est pas trop suffisant pour expliquer ce qui se passe, notamment dans cette histoire, la dernière simulation, là où on revoit le jeu de la vie après le jeu de la vie. Alors, donc les concepts, clairement, ils sont insuffisants. Alors, c'est ce qui s'est passé historiquement dans la physique. Hein. À un moment, on comprend que la complexité de l'univers qui nous entoure ne peut pas être récupérée à partir simplement air, terre, eau, feu, etc., avec certaines règles simples d'interaction. Et donc, du coup, on peut commencer à se dire, oui, mais je suis dans un univers, je vais pouvoir commencer à faire certaines expériences. Alors, ce que je suis en train de dire tranquillement, c'est quand même une révolution en physique. Hein. C'est vraiment la mise au point de la méthode expérimentale, et puis surtout, il y a un phénomène de réduction. C'est-à-dire qu'on va réduire un certain nombre de phénomènes, on va dire, ok, le phénomène est compliqué, moi je vais en étudier des plus simples, et je vais essayer de dire des choses dessus. Donc on va faire notre propre révolution galiléenne, là, dans notre jeu de la vie. Et on va voir ce qu'on peut dire. Alors, on va commencer par faire une première loi. Alors, je reviens un peu en arrière. Là, la loi, ça va être une case matérielle isolée disparaît. C'est-à-dire que quand elle va évoluer, elle disparaît. Alors, je refais. Hop. Vous voyez que j'ai mis des cases isolées. Je fais avancer. Pouf, tout disparaît. Or, j'ai mis que c'était une loi. Alors là, évidemment, quand on met le mot loi, et c'est
aussi ce qu'on a fait en physique. Pour la loi de gravitation, la localité de gravitation, au départ, ce qu'on va faire, c'est on la vérifie sur Terre et on va la vérifier potentiellement dans le système solaire. Okay, puisqu'on va récupérer effectivement les orbites des planètes, etc. Bon, donc on est content. Ceci dit, on parle de la loi universelle de la gravitation. Donc le mot universel, il est très fort. Et il a deux composantes. Le mot universel contient deux choses à la fois. Il y a une partie universelle en espace. Donc si la loi qu'on construit nous ici sur Terre, elle doit être valable dans tout l'univers que je connais. Et la deuxième composante, c'est, ok, je l'ai regardé à notre époque, mais il faut que dans 1000 ans, ou 1000 ans passés, elle devait être valable aussi. Donc il y a un caractère universel en temps et en espace. Alors, comment on fait concrètement pour vérifier qu'une loi est universelle? Donc là, j'ai envie de dire que moi, dans mon univers, ici, là, celui du jeu de la vie, une loi universelle, c'est une case disparaît à l'étape d'après. Donc c'est pour ça que du coup vous êtes obligé de mettre des petites cases un peu partout. Est-ce que vous pouvez faire toutes les cases? Bon, la réponse est exactement la même que dans notre univers. Non. Alors comment on a fait pour la gravitation? La gravitation, en fait, pourquoi on était à peu près sûr qu'elle était valable dans tout l'univers observable, au moins jusqu'à un certain point, c'est qu'à l'époque, on avait observé ce qu'on appelle des étoiles doubles. Et les étoiles doubles, le mouvement des étoiles doubles, lui, il était exactement prédit par la loi de gravitation qui avait été mise au point dans le système solaire. Et les étoiles doubles, elles ne sont pas dans notre système solaire. Elles sont à plusieurs années-lumière de notre système solaire. Donc du coup, là, on était tranquille. Ça veut dire qu'effectivement, on pouvait envisager de faire une hypothèse que la loi qu'on avait mise au point à ce moment-là, elle était valable partout. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'elle est universelle en temps? Ça, c'est compliqué. Alors, en général, en physique, une fois qu'on trouve une loi, à moins qu'il y ait vraiment des indices qu'une loi va être fluctuante, on ne le fait pas. À ma connaissance, il y a un seul physicien qui a proposé qu'il y ait des lois qui évoluent dans le temps, et c'était Dirac, le Dirac de la mécanique quantique. Donc, du coup, on voit que, et c'est pas quelque chose qui est resté, mais il proposait une évolution potentielle des lois de la physique dans le temps. Donc, de casser l'université temporelle, si on veut pas. Ok. Alors, du coup, on peut faire plus de tests. On peut prendre, ok, j'ai mis une case toute seule, elle s'en va. Mais qu'est-ce qui se passe si j'entoure ma case d'une case, de deux cases, de trois cases, etc. On fait l'expérience, puis on voit ce que ça donne. Hop. Donc les trois cases en diagonale donnent une case se transforme en rien du tout, et puis toutes les autres, vous voyez qu'elles font des cubes qui, eux, restent stables. Alors quand vous analysez très précisément ce qui vient de se passer, que vous essayez d'écrire une loi qui rende compte de ça, vous apercevez que vous pouvez... Déjà, vous êtes obligé de compléter votre loi 1, parce que, en fait, une case matérielle qui possède 2 ou 3 cases matérielles voisines. Alors, quand je parle de cases voisines, c'est-à-dire que si vous prenez un carré, il y a 8 petits carrés autour. Okay, et donc, du coup, vous pouvez... c'est ce qu'on appelle les cases voisines. Si on a 2 ou 3 qui sont matérielles voisines, elle va persister. Et sinon, elle va disparaître. Et la loi 2, c'est qu'une case vide... Alors, vous voyez que là, tout d'un coup, on met des lois sur la partie vide de l'univers. Devient matérielle, donc il y a une naissance, si elle possède exactement 3 voisines et reste vide sinon. Alors, donc ça se comprend mieux quand on parle d'une évolution d'une population biologique, mais pour nous, ça va être une loi de l'univers. Alors, ces deux lois-là, vous pouvez vraiment les déduire de toutes les observations et les expériences que je vous ai données juste avant. Alors, il se trouve que ces deux lois-là sont suffisantes pour engendrer toutes les simulations que je vous ai montrées avant. C'est-à-dire que toutes les petites évolutions que vous avez vues avant proviennent uniquement de l'application de ces deux lois. Donc on voit qu'il y a émergence d'une complexité qui est vraiment extrêmement importante à partir de deux lois qui sont ridiculement simples. Okay. Alors on voit que aussi, on aurait pu, vous voyez que la première loi qu'on avait, c'était pas une loi complète.
Okay, on avait dit une case isolée disparaît. C'est une loi qui est vraie, mais qui n'est pas complète. On voit que la loi 1 complète, bah, c'est celle que je viens d'indiquer ici. Alors là, on peut faire des distinctions. Alors Albert Einstein le fait, et Hawking aussi d'ailleurs. On peut dire en fait, quand on étudie un univers, on va avoir des lois qu'on appelle apparentes. Donc c'est les lois qui gouvernent un certain type d'événements. Mais il n'y a rien qui nous dit qu'il n'y a pas, sous ces lois apparentes, des lois plus profondes, qu'on va appeler vraiment des lois primaires, okay, et qui, elles, ne pourront pas être réduites. Donc on a aussi ce processus de réduction du nombre de lois pour engendrer un certain nombre de phénomènes. Alors ça, on a vraiment vécu ça dans toutes les lois physiques, hein, pratiquement. Hein. Donc le fait que donc là par contre les lois 1 et 2, a priori pour le modèle qu'on est en train de faire, sont vraiment des lois primaires. C'est vraiment les seules, on ne peut pas les réduire, on ne peut pas les déduire d'autre chose sur l'univers qu'on est en train d'observer. Bon, alors là on peut les voir. Hein. Donc si vous regardez celle la deuxième par exemple, vous voyez qu'il y a la case du milieu, elle a 3 voisine, donc elle va persister. Okay. Par contre, la case donc de droite, de gauche et les autres ont toujours soit 2 ou 3 voisines, donc elles vont aussi persister. La case vide, elle possède 3 voisines, celle du bas à gauche, celle du bas à droite aussi, elle possède 3 voisines, donc elle va naître. Celle du haut au milieu, c'est la seule qui possède 3 voisines, et donc elle va naître aussi. Et donc ça explique la figure en une étape que vous avez sur la droite. Et donc, donc on pourrait avec ça s'amuser à faire des configurations données d'un univers et puis regarder ce que ça donne. Alors en fait, à l'époque, ce que cherche Conway, c'est la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est possible de mettre des lois qui sont extrêmement simples et qui vont engendrer, dans certaines configurations, la vie. Alors, la vie entre guillemets, dans le sens où vous allez avoir des objets qui peuvent se répliquer eux-mêmes. Donc ils vont pouvoir donner naissance. Alors en fait, c'est le cas. Donc là, on va avoir des configurations qui vont effectivement, dans certains cas, donner naissance à des objets du même type. Donc ils vont les créer eux-mêmes. Alors, on pourrait se poser la question, même pour notre univers à nous, est-ce qu'on a besoin de lois? Là, on en a cherché, nous, mais typiquement, dans les prémices que j'avais données, on n'est pas obligé d'avoir des lois, a priori. Alors, il y a 2 personnes qui pensaient que c'était absolument nécessaire. Donc, il y avait notamment Émile Borel, donc, qui était mathématicien, qui est spécialiste du hasard. Hein, il avait travaillé en probabilité. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'il paraît incontestable qu'au point de vue pratique, la croyance en ces lois est pour nous une nécessité. Alors ce qu'il disait, c'est simplement, si on n'était pas sûr que demain le soleil se lève, ce serait compliqué. Voilà. Donc, ou que si je lâche, j'en sais rien, moi, quelque chose et que ça tombe pas, tout d'un coup, qu'une fois sur 2 ça tombe, là on pourrait se poser des questions, ce serait quand même plus compliqué de vivre dans cette situation-là. Albert Einstein, lui, il parle de religiosité cosmique. Okay, pour désigner l'attitude qui consiste à supposer le monde intelligible. Alors, ça, je trouve ça intéressant, parce qu'effectivement, le fait d'avoir des structures, ou le fait d'avoir quelque chose qui est structuré, ne veut pas dire qu'il y a une loi derrière. Ou en tout cas, une loi déterministe, comme on le pensait à l'époque. Okay, alors, l'exemple classique en maths, c'est... la courbe en cloche de Gauss, où justement c'est purement aléatoire et pourtant ça fabrique une structure qui est extrêmement régulière. Donc là on a des cas où la structure existe et pourtant ça ne marche pas. Et donc pour Einstein c'était carrément la tâche suprême du physicien de trouver ces fameuses lois primaires, hein, les premières, celles qui vont vraiment décrire avec le minimum d'effort ce qu'on est en train d'observer. Alors, là, je vous ai dit qu'on a eu toutes les lois. Bon, alors vous êtes obligé de me croire pour l'instant. Bon, ceci dit, est-ce qu'on n'est pas à l'abri, d'ailleurs comme dans notre monde à nous, hein, est-ce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelque chose qu'on n'ait pas prévu
et qui se passe, et qui dit, finalement, non, vous avez oublié quelque chose. Alors notamment, là je parle de la topologie de l'univers, parce qu'on va voir des situations qui font que, suivant les situations qu'on va observer, on va être obligé de changer nos lois. N'oubliez pas que notre domaine d'observation de l'univers en question, c'est juste une grille, mais une grille finie. D'accord ? Donc par exemple, quand on arrive au bord de la grille, on va avoir certaines situations. Alors, je vais vous les montrer. Alors là, j'ai mis quelque chose qui peut bouger, un petit vaisseau, hop. Bon, on ne le voit plus. Bon, alors, qu'est-ce que je peux dire ? Ce que je peux dire, en fait, c'est que quand il arrive sur le bord de ma grille, si j'applique les règles, donc les deux lois que j'ai mises dans l'univers, je peux expliquer ce phénomène-là. Il n'y a pas besoin de les changer. Alors, comment je peux comprendre par contre le phénomène ? En fait, c'est de faire semblant que ma grille en fait s'étend, donc elle est infinie, et que en fait, le vaisseau il continue à se déplacer, simplement on ne le voit plus. Mais il n'y a pas besoin de changer de physique. Ok, deuxième exemple. Je reprends le même. Ah, là, il va un peu partout. Alors, pas complètement partout. Alors, si vous regardez bien, en fait, chaque fois qu'il disparaît en bas, il réapparaît exactement en haut. S'il disparaît, on va le refaire. S'il disparaît sur la droite, il réapparaît à gauche. Vous voyez ? Bon, c'est bizarre, hein ? Alors, comment je peux expliquer ça ? Alors, si je veux le faire dans l'univers que j'ai, par contre, mes deux lois ne suffisent pas. Parce que ce qui se passe sur le bord n'est pas du tout cohérent avec les deux lois que j'ai imposées. Alors, je pourrais très bien décider de modifier temporairement, donc dès qu'un objet arrive sur le bord, mes lois de l'univers. Ça, c'est pas très cool, parce qu'on a supposé qu'elles étaient universelles, quand même. Donc, on va dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution ? Alors, il y a une autre solution. En fait, c'est de supposer que le haut et le bas, c'est la même chose, et que la droite et la gauche, c'est la même chose. Mais quand vous faites ça, et que vous recollez les deux, vous allez obtenir ce qu'on appelle un tor, c'est une chambre à air. Et dans ce cas-là, votre grille, l'évolution sur votre grille, c'est celle que vous faites sur la chambre à air, en fait. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer les lois. Mais il y a besoin de changer l'objet sur lequel ces lois s'appliquent. Alors, cette question-là, elle paraît complètement délirante, mais par exemple, si vous prenez, il y a des travaux d'il y a quelques années de Jean-Pierre Luminet, qui s'était intéressé à la topologie de l'univers, et pour lequel il cherchait des confirmations expérimentales de certains types de topologie de l'univers, qu'on ne connaît pas. On ne sait pas s'il est fini, infini, s'il a une certaine... Est-ce que c'est une chambre à air ? Je ne crois pas, mais disons, bon, bref, on pourrait imaginer plein de choses, et ça aurait des conséquences observationnelles. Par exemple, là, vous voyez que si vous regardez le déplacement dans une certaine direction, vous aurez une galaxie, par exemple, qui s'en va de l'autre, mais qui commencerait à apparaître dans l'univers observable de l'autre côté. Donc là, ce serait un peu compliqué. Mais donc ces changements de topologie, ils ont vraiment été utilisés dans l'histoire de la physique. Et c'était une manière de garder les mêmes lois. Vous voyez qu'il y a quand même deux choix là, et c'est des choix qui sont importants, c'est des choix purement de simplicité. Soit je garde mes lois à l'intérieur, je les modifie sur le bord, et je garde ma topologie classique, soit je garde mes lois, mais je dois modifier la topologie de l'univers. C'est vraiment deux attitudes qui sont extrêmement différentes. Alors il se trouve qu'en fait le jeu de la vie il a été généralisé. Toutes les lois, enfin les deux petites lois que je vous ai données, vous pouvez les généraliser en faisant des grilles de plus en plus fines. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là il faudrait faire un exposé que sur ça. Et disons en faisant en sorte qu'il y ait certaines probabilités qui arrivent sur les objets. Alors vous voyez que là il y a différentes couleurs, parce qu'en fait il y aura différents types de cases, avec différents niveaux d'interaction qui vont pouvoir être générés. Et là vous voyez qu'on commence à observer des choses
qui sont vraiment très proches de ce qu'on pourrait observer dans la nature. Donc il y a des objets, si on ne disait pas qu'on est vraiment dans un modèle numérique, on aurait très bien pu penser qu'on observait certains êtres, peut-être microscopiques, simplement qui seraient par exemple fluorescents. Donc là, c'est intéressant parce que c'est tout un domaine de recherche qui s'appelle les recherches sur ce qu'on appelle la vie artificielle. Et donc, c'est la création de modèles qui vont reproduire un certain nombre d'états ou de propriétés de la vie telle qu'on la connaît. Donc on voit que ça... Là, par exemple, ce que vous avez sur la gauche, c'est les petits vaisseaux. C'est la version continue des petits vaisseaux qu'on avait vus tout à l'heure et qui se déplaçaient. Alors, là, vous en avez deux, sauf qu'il y en a une qui est réelle et pas l'autre. Okay, donc celle de gauche est réelle, celle de droite, c'est une création purement d'une entité potentielle de ce jeu de la vie continue. Donc là, vous voyez que si vous observez simplement le jeu en lui-même, et que vous avez, donc le jeu, on devrait plutôt parler de l'univers que vous êtes en train d'étudier, si vous le regardez, vous auriez des choses qui ont l'impression d'interagir, vous avez l'impression qu'elles interagissent d'une certaine manière. D'ailleurs, vous pourriez sans doute mettre au point un certain nombre de règles qui gèrent les interactions entre ces éléments-là. Alors, est-ce que les êtres de l'univers en question, qui ont l'air de vivre leur vie, entre guillemets, la question c'est est-ce qu'ils ont un libre arbitre ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une certaine, comme disait Hawking, il y a une certaine réalité qui est créée par les règles elles-mêmes, et on voit qu'il y a émergence d'une complexité qui est énorme. Alors, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a fait en physique pendant très 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 longtemps. Alors en fait, ça s'est complètement modifié il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis un univers sans loi. Alors ça va avoir des implications qui sont extrêmement fortes. Donc, ce que nous, on a fait, c'est on part des observations, on présuppose, donc c'est notre point de vue, que le monde est intelligible, et que pour donc, cette intelligibilité, on la fait passer par les mathématiques en exprimant des lois. Ensuite, on regarde ce que ces lois impliquent, et on regarde du coup si ça colle avec l'expérience. Donc on fait des prévisions. Ok. Mais c'est plus du tout ce qui est fait dans beaucoup de cas. Maintenant, on a le même principe, on a bel et bien les observations. Par contre, on va créer un modèle purement mathématique, là pour le coup, qui va apprendre les potentialités d'évolution du système. Et donc, du coup, qui va être aussi capable de faire des prévisions. Ok, alors, là, il y a un problème qui est de fond, et là, c'est une décision plutôt de nos sociétés, à savoir ce qu'on veut ou pas. Par exemple, si je veux faire de la prévision météo, ou si je veux savoir si le climat est vraiment en train de changer et vers quoi il va changer, il y a deux façons de faire. Soit je mets des lois physiques qui régissent, par exemple, les échanges dans l'atmosphère, les échanges, le cycle de l'eau, etc. Donc là, on a des connaissances qui sont vérifiées et qui servent à faire une prévision. Soit je dis, en fait, j'en ai rien à faire, moi ce que je veux, c'est juste savoir la température qu'il y aura dans 50 ans. Bon, est-ce que j'ai envie de comprendre? Non. Bon, alors donc du coup, là, on peut faire du modèle d'apprentissage et avoir une réponse. Alors ça se fait déjà, ça se fait déjà pour des modèles de prévision météo, par exemple. On peut le faire par apprentissage, ce qu'on appelle machine learning. Alors, je vais vous lire un extrait de la conférence au Collège de France de Stéphane Malat. C'est celui qui a pris en fait la chaire sur l'intelligence artificielle pour que vous ayez une idée de ce qu'il dit. Hop. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est sa leçon inaugurale. Ça s'appelle « Sciences des données et apprentissage en grande dimension ».
Et donc, bon, il dit, évidemment, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour faire tout un tas de modèles et faire des prévisions. Bon, ça, c'est complètement raisonnable. Alors, je mets même de côté l'aspect potentiellement intrusif de ce type de technique et ce qu'on pourrait en faire de mal. D'accord? Là, on va juste se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va en déduire, nous. Alors, voilà ce qu'il dit. Derrière ces questions de principe se cachent des problèmes difficiles. Alors, notamment des problèmes mathématiques qui sont pour l'instant pas résolus. Du tout. Ainsi, le droit de recours, pour quelle que soit la décision qui serait prise à la suite d'une prévision faite par ce type de modèle, nécessite de pouvoir expliquer une décision prise sur la base d'indicateurs fournis par un système d'apprentissage. Okay. Pour cela, il faut donc avoir la capacité d'expliquer une prédiction. Or, cela peut aussi se heurter donc, à un problème mathématique qui s'appelle la malédiction de la grande dimension, mais qui en gros vous empêche de trouver les vraies causes qui ont induit la réponse. La notion d'explication sous-tend l'existence d'un petit nombre de variables compréhensibles qui domineraient le phénomène. Ce n'est pas le cas lorsqu'on considère des phénomènes complexes. Comme on l'a vu, c'est alors l'agrégation de nombreux attributs ayant un faible pouvoir discriminant qui permet de calculer des indicateurs forts. Or, des agrégations de milieux d'attributs sont difficilement explicables car elles mélangent des variables très différentes. Bon, donc là, on a un vrai souci, c'est que au moment où je vous parle, personne est capable de vous dire, même si, par exemple, donc là, ce qui se cache dessous au niveau mathématique, ça va être par exemple des réseaux de neurones, dont vous avez peut-être entendu parler, donc toutes les techniques d'apprentissage mathématique qu'on peut mettre en place, qui donnent des résultats qui sont extrêmement forts et précis. Donc on a l'impression qu'ils marchent. La question, c'est pourquoi ils marchent et pourquoi ils ont donné telle réponse plutôt qu'une autre. Bon, bah ça, pour le coup, au niveau mathématique, on ne sait pas. Et on ne sait vraiment pas. On est très très loin de pouvoir remonter aux variables essentielles qui induisent la réponse. Alors pourquoi ça? Parce que la plupart des modèles dont on parle, vous voyez que là, jusqu'à présent, la physique, vous avez la loi de gravitation, vous avez une constante. Vous avez la mécanique quantique, vous avez la constante de Planck. Okay, vous allez avoir un certain nombre de constantes universelles qui ont été mises au point pour les lois de l'univers. Si vous faites un modèle d'apprentissage, vous n'aurez pas un, ni deux, ni trois paramètres dans votre modèle. Vous en aurez des centaines de milliers, voire... Donc comment vous faites pour interpréter chacun de ces paramètres et savoir lequel est le plus important dans la réponse? Bon, pour l'instant, en tout cas, on a très peu de moyens de savoir qui fait quoi. Donc ça pose, vous voyez que là, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas eu avant. La conférence aurait pu s'arrêter au slide d'avant où on a dit, ok, on a trouvé... Finalement, on peut répondre à la question. Si on a un univers, est-ce qu'on peut trouver des lois? La réponse est oui, dans une certaine mesure. Est-ce qu'on est sûr que ces lois... pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? C'est parce qu'en fait, même des lois extrêmement simples, comme le jeu de la vie, génèrent des complexités. Il y a émergence de complexité, et il y a même émergence d'objets autoréplicants dans l'univers, alors que les lois ne les portent pas en elles-mêmes. Il n'y a pas de loi qui dit qu'il doit y avoir la vie. Donc, et là, pour le coup, il y a des objets qui se répliquent. Donc, on voit que toutes ces questions-là vont être dépendantes du point de vue. Mais ce qui s'est modifié vraiment ces dernières années, c'est plutôt cette utilisation massive de modèles par apprentissage qui, eux, pour le coup, sont plus ne répondent pas à la même volonté de comprendre le monde. On ne comprend pas plus le monde, par contre, on est capable de le prévoir. Donc ça, c'est un choix. Voilà. Et ben voilà. Merci beaucoup.